Alors tu cites l'IRCAM, que le monde entier nous envie pour cet attachement justement à la musique et notamment à l'instrument ou quasi à l'absence d'instrument. Venons-en au centre dédié. Alors le Cube n'est pas le seul, il y a aussi le ZKM en Allemagne, il y en a aux États-Unis, il y a la Gaîté évidemment à Paris, mais c'est vrai que le Cube a longtemps été une sorte d'exemple, hein, notamment en France, mais pas seulement, parce que je sais qu'il y a des délégations du monde entier qui est régulièrement visible. En fait, c'est un centre dédié aux créations de notre temps. Moi, on en parlait tout à l'heure, j'étais là à sa création il y a une vingtaine d'années. Comment tu vois évoluer ces lieux dédiés à la création de notre temps au travers des outils de notre temps, comme aussi l'Ars Electronica Center, que tu connais évidemment. Comment tu les vois évoluer, toi? Alors peut-être redire déjà pourquoi le cube et ce pourquoi n'a pas changé aujourd'hui 20 ans après. Pourquoi le cube? Parce que le numérique change les pratiques et il le change de deux manières. Il les change de deux manières. De manière incrémentale, c'est-à-dire que les disciplines artistiques, les pratiques évoluent de manière incrémentale avec le numérique. Typiquement, la photographie est devenue numérique. Ce faisant, elle s'est démocratisée. Elle a intégré tout un tas d'effets spéciaux, de possibilités nouvelles, etc. Mais ça n'a pas changé, je dirais, le genre photographique, la forme. Tu vois ce que je veux dire? En revanche, il y a d'autres formes qui apparaissent qui sont des formes de rupture. Des formes qui n'auraient pas pu exister sans l'apport spécifique du numérique, parce que ça passe par l'intelligence artificielle, par la data, ça passe par des capteurs, ça passe par des objets connectés, de la robotique, des réalités virtuelles, des réalités augmentées, etc. Et là, il nous semblait important, il y a 20 ans, d'arriver à pointer ces ruptures, d'arriver à les comprendre, d'arriver à en discuter entre nous. Il n'y avait pas d'endroit pour ça. Le Cube est le premier centre de création numérique en France. Donc c'était le premier endroit où tout simplement des artistes pouvaient venir discuter entre eux, échanger les bonnes pratiques, comprendre, etc. Et le deuxième point, c'est qu'il nous semblait très important qu'on puisse démocratiser ces pratiques. C'est-à-dire que ça ne reste pas une élite dans une bulle qui allait pouvoir expérimenter des choses très pointues. Il y avait pour ça des lieux comme l'IRCAM, que je respecte évidemment totalement, hein, qui est un lieu de recherche très pointu, mais on voulait aussi pouvoir démocratiser ces pratiques. Donc ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a fait un lieu qui, d'une part, accueillait, valorisait les artistes du numérique, et notamment les artistes qui amenaient des modèles en rupture. C'est plus de 4000 artistes de la scène internationale qui sont passés ici. On a soutenu plus de 400 productions, donc une grosse activité dans ce domaine. On a organisé beaucoup d'événements. Et puis les pratiques, c'était la démocratisation des pratiques, c'était de créer plein d'ateliers, plein de formations, de sensibilisation à tous les publics. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment tous les publics, des amateurs aux professionnels, en passant par les étudiants. Beaucoup de gens sont passés ici pour des formations à la créativité numérique. Voilà. Et enfin, peut-être le dernier point aussi qui nous a semblé important d'ancrer dans ce lieu, au service de tous, c'est la question de la réflexion un peu prospective, interdisciplinaire sur les transformations de la société. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est justement de ne pas être là encore dans une bulle déconnectée du monde réel et des évolutions de la société, mais plutôt de comprendre en quoi la création numérique, qu'est-ce qu'elle vient faire dans les mutations de la société, qu'est-ce qu'elle a à dire des mutations de la société, en quoi elle s'inscrit dans les mutations de la société. Donc ça nous semblait important aussi d'avoir cette démarche-là. Alors, tu citais les événements tout à l'heure. Il y en a un notamment de type festival dont je me souviens, où j'y ai découvert des artistes comme Catherine Icam, par exemple, et quantité d'autres. Donc, le Cube a eu son festival qui est devenu un prix, qui deviendra encore autre chose. Il me semble aussi que sur le tissu, notamment français, européen, international sans doute, les festivals ont joué un rôle essentiel sur cette question des arts numériques, un petit peu à la marge des musées, des centres d'art, d'un écosystème de l'art où on peut tout se permettre finalement. Alors nous, très honnêtement, quand on a créé le premier festival du Cube, on l'a créé dans l'espace urbain, et c'était très très nouveau en France, mais en fait on l'a créé par obligation, j'allais dire par défaut. Pourquoi? Parce que le Cube, c'est un lieu qui fait 700 mètres carrés. Donc faire un festival dans un lieu de 700 mètres carrés, qui a par ailleurs d'autres activités de pratique et autres, c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit, bon, puisqu'on n'a pas un lieu qui nous permet de faire véritablement un grand festival,
on va le faire dans l'espace urbain. Et ça a été une aventure extraordinaire parce que ça nous a mis au contact direct du public, du grand public, ce qu'on appelle le grand public. C'est-à-dire que là, on s'est retrouvé véritablement au contact de gens qui n'avaient jamais vu de l'art numérique pour une bonne partie. Il faut se remettre il y a 20 ans, mais c'est encore un peu valable aujourd'hui, hein, même si ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Et ça a été une expérience extraordinaire. Je vais donner juste un exemple ou deux rapidement. On a produit plein d'œuvres ou coproduit plein d'œuvres dans le cadre de ce festival. Par exemple, je pense à Jean-Pierre Balpe, qui est un des plus grands experts scientifiques, chercheurs en matière de génération automatique de texte, qui a dirigé un laboratoire à Paris 8 très pointu dans ce domaine. Et on lui avait demandé de faire une œuvre pour l'espace urbain, une œuvre générative autour du texte. Donc il a fait un roman génératif qui s'affichait sur les panneaux numériques de la ville. Vous savez, enfin, tu sais, ces panneaux où il y a les informations municipales, la piscine qui ouvre à 17h, etc. Bon. Là, il a investi ces panneaux avec son générateur automatique de texte. Et donc, il y avait un roman comme ça qui se générait en flux sur les panneaux de la ville. Alors, tu vas me dire, bon, très bien, mais là où ça prenait, comment dire, une dimension assez extraordinaire, c'est qu'il y avait un numéro de téléphone en bas de l'écran. Les gens étaient incités à appeler, invités à appeler, et ils pouvaient choisir, ils pouvaient influer sur le cours de l'histoire. Par exemple, on leur demandait, est-ce que vous voulez que Patrick rejoigne Elena au Café des Trois Colonnes à Issy-les-Moulineaux? Oui, non. Donc c'est un peu l'histoire dont vous êtes le héros. Et les gens pouvaient comme ça choisir. Donc il y avait un logiciel qui faisait la sommation de tout ce qui remontait de chaque panneau, et ça allait injecter de la data qui allait transformer le cours de l'histoire en flux. Et pour pour remercier les gens d'avoir participé, ils recevaient en prime avant tout le monde la suite du roman en SMS sur leur portable. Ce que je décris là, c'est quelque chose qu'on a montré en 2003. En 2003, sur les panneaux de la ville. On avait des délégations sud-coréennes. La Corée était très très en avance déjà à l'époque dans le numérique. On avait des délégations d'industriels numériques sud-coréens qui venaient, qui avaient des yeux comme ça quand ils voyaient ce type d'installation. Voilà. Et pour nous, ça a été une manière de réinventer, de redonner de la magie à l'espace urbain qui a été fabuleuse. Et on a observé comment tous les publics rentraient complètement dans ces magies-là, quoi. Alors là, tu parles du grand public, hein, qui est évidemment essentiel pour ce type de pratique. Et en fait, en France, il y a un tissu de festivals comme ça, et c'est aussi l'occasion de sortir d'un petit écosystème de l'art et de parler aux citoyennes, aux citoyens, aux gens de la rue, tout simplement. Alors, tu t'intéresses aussi évidemment aux acteurs de cet écosystème, notamment des arts numériques, de l'innovation, etc., en ayant organisé quantité de rencontres, conférences, symposiums, etc. Notamment, me semble-t-il, puisque c'était Art 3000 qui portait le projet du Cube initialement, je crois que c'est Art 3000 qui déjà en 2000 avait fait venir le symposium international ISEA qui se déplace de ville en ville depuis plus de 25 ans, quelque chose comme ça, et qui était à l'époque au Forum des images, notamment au Cube ici et dans quantité d'autres endroits de Paris et du Grand Paris. Et comme l'histoire se répète, il me semble que le Cube maintenant est aussi porteur, avec les Arts Déco si je ne m'abuse, du prochain ISEA de 2023, c'est ça, hein? Alors oui, effectivement, on a organisé ISEA en 2000 à Paris et on le réorganise. On est à nouveau lauréat parce qu'il faut candidater auprès d'un board international. ISEA, c'est un des événements majeurs aujourd'hui des arts numériques dans le monde. C'est un réseau art-sciences qui est extrêmement vaste puisque c'est 60 pays aujourd'hui qui participent à ISEA. Et ISEA, c'est à la fois un très gros colloque, symposium, qui va se passer à nouveau au Forum des images, effectivement, en 2023, et tout un parcours d'œuvres numériques, d'expositions, de performances dans des lieux partenaires,
et il y aura plus d'une centaine de lieux partenaires. En 2023, ça va être une énorme fête, si je puis dire, autour des arts numériques. Je crois que ça va être assez fabuleux. Et c'est donc un événement qu'on porte avec l'ENSAD, le Cube ENSAD, et un grand nombre, je ne peux pas tous les citer, mais de partenaires académiques, institutionnels, culturels, artistiques, qui rejoignent complètement le dispositif. Et ça va être un très très bel événement, oui. Alors on attend avec impatience. On peut imaginer qu'il y aura des œuvres résolument digitales exposées ici et là dans Paris, le Grand Paris. Le monde, on le disait tout à l'heure, n'a cessé de se complexiter au point qu'il y ait des œuvres qui finalement nous donnent des clés de lecture du monde qu'est ce monde contemporain. Possiblement, les œuvres numériques sont peut-être à la meilleure place finalement pour nous donner ces lectures du monde, puisque finalement le numérique est façonné par le monde, est façonné par le numérique. Godard, le cinéaste Godard, a dit un truc qui m'a pas mal fait réfléchir. Il a dit le cinéma hollywoodien, malgré toute sa puissance de représentation, n'est pas apte à représenter le réel. Ça veut dire qu'en fait, le réel est beaucoup plus complexe que la lecture qu'on peut en faire, même à travers de l'image extrêmement sophistiquée. On est entré dans le monde VUCA. Le monde VUCA, c'est la manière dont les militaires américains voyaient le futur dans les années 80, donc c'est aujourd'hui. Le monde VUCA, c'est le monde volatile, incertain, complexe et ambigu. On est dedans. Edgar Morin en parle d'une autre manière, il parle du monde de la complexité avec les interdépendances, et comment aujourd'hui tout fait système, et comment il faut qu'on arrive à comprendre quelle est la place de l'humain dans ce système. On parle de l'anthropocène, etc. Et en fait, tout nous invite aujourd'hui à repenser notre rapport au monde, notre place dans le monde, nos interactions, nos interdépendances, etc. Mais c'est extrêmement complexe. Quand on commence à rentrer là-dedans, c'est vertigineux. Donc oui, probablement qu'il faut de nouveaux langages. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Internet, les médias numériques et les arts numériques émergent. C'est qu'on est à la recherche de nouveaux langages qui vont nous permettre d'appréhender cette complexité d'une autre manière, de faire un saut de civilisation avec un éveil des consciences. Et moi, je pense par exemple à ce que dit Jérémy Rifkin autour de ce qu'il appelle la conscience biosphérique, c'est-à-dire justement la conscience de notre place dans la biodiversité. Et peut-être qu'on peut faire le lien également entre ce que disait Teilhard de Chardin en parlant de la noosphère, la sphère des idées, la sphère de l'information qui recouvre aujourd'hui la planète avec Internet. Il avait pressenti tout ça. Et bien finalement, peut-être qu'on arrive à une sorte de fusion, de convergence entre la noosphère, la sphère des idées, et la biosphère, la sphère du vivant. Et que la fusion des deux va nous permettre peut-être d'acquérir une forme de conscience planétaire qui nous permettra de vivre, de penser autrement le monde.